Alors bonjour, je suis Robert Posé, professeur à l'École de services social de l'Université Laval. Alors la présente capsule porte sur la question de l'abus physique des parents à l'égard des jeunes. Alors d'entrée de jeu, je vais commencer par vous rappeler certaines consignes concernant la question de la carte conceptuelle, la construction de la carte conceptuelle. Alors d'abord, vous dire qu'une carte conceptuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation visuelle d'une recension des écrits, d'une portant sur la littérature, sur une problématique ciblée. Donc vraiment, une carte conceptuelle, ça tente de représenter en une image assez simple l'ensemble des connaissances concernant une problématique particulière. Alors, à quoi sert une carte conceptuelle? Donc, ça sert essentiellement à guider l'intervenant lorsqu'il doit procéder à l'évaluation d'une situation comportant une problématique. Donc, ici, ça va être la problématique de l'abus physique des parents à l'égard des enfants. Donc, essentiellement, la carte conceptuelle indique à l'intervenant les différentes questions qu'il devrait éventuellement poser aux parents, à l'enfant, pour tenter de comprendre quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à la problématique de l'abus physique. Bien sûr que ça permet, une fois que l'intervenant a fait le tour des différentes questions proposées dans la carte conceptuelle, l'intervenant est peut-être davantage en mesure de prendre une décision concernant la compromission ou non de l'enfant lorsqu'il y a signalement pour abus physique. Donc, ça vient soutenir le professionnel dans sa prise de décision concernant la compromission de l'enfant. Ça guide le professionnel aussi dans les interventions qui seraient à proposer, parce qu'à la fin de l'évaluation d'un signalement, on doit aussi proposer un plan d'intervention. Donc, sur la base d'analyse des facteurs de risque, facteurs de protection, l'intervenant est en mesure de voir quelles devraient être les cibles d'intervention à proposer dans la situation particulière. Et dans la carte conceptuelle, on fait mention à la dernière carte, vous allez voir la dernière image de cette carte conceptuelle-là, on fait mention des principaux ingrédients des interventions les plus probantes dans le domaine de l'abus physique. Une chose aussi qui est utile dans l'utilisation des cartes conceptuelles, c'est que ça permet à l'intervenant de communiquer plus facilement aussi sa pensée concernant une problématique. C'est-à-dire que s'il doit discuter avec son reviseur, s'il doit discuter avec un avocat, s'il doit discuter avec un juge de la situation, il peut faire la représentation de sa compréhension à l'aide de la carte conceptuelle pour illustrer comment il a pu évaluer et quelles sont les conclusions de son évaluation. Donc, ça permet de communiquer de façon claire la pensée de l'intervenant concernant les résultats de son évaluation. Alors donc, quand on fait une carte conceptuelle, la première chose à faire, c'est bien sûr de faire une recension des écrits systématiques sur les écrits concernant la problématique. Ici, ce sont les écrits sur l'abus physique à l'égard des enfants. Peut-être un élément important dans cette problématique-ci, c'est que quand on regarde la littérature sur l'abus physique, souvent les auteurs vont avoir tendance à parler plutôt de maltraitance des parents à l'égard des enfants et on va mettre dans les études, on va introduire dans la composition des échantillons des enfants qui ont été abusés sexuellement, des enfants qui ont vécu de la négligence, des enfants qui ont vécu des abus physiques et on va traiter ces problèmes-là d'une façon commune. Alors, nous, on a voulu diviser ces problématiques-là parce qu'à notre avis, et selon ce qu'on connaît de la littérature, la négligence, c'est bien différent de l'abus physique et c'est bien différent de l'abus sexuel. Donc, on a retenu, ce que ça nous a amené à faire, c'est qu'on a exclu tous les articles qui portaient sur la maltraitance et on a retenu que les articles qui portaient spécifiquement sur l'abus physique des parents à l'égard des enfants. Alors, la construction de la carte conceptuelle, ça se fait toujours sur la base du modèle écologique de von Brunn-Brenner. Donc, l'image que vous avez à l'écran, c'est essentiellement le modèle simplifié de Brunn-Brenner. Ce qu'on voit, c'est que ce sont les différentes couches systémiques qui devraient être documentées lorsqu'on doit faire l'évaluation d'une situation clinique.
Alors ici, ce modèle théorique-là nous permet de classer l'ensemble de l'information qu'on va recenser dans les écrits et on va classer ces informations-là, donc les facteurs de risque, les facteurs de protection, en fonction de différents niveaux systémiques. Alors, tout ce qui concerne l'enfant va être classé, ce qu'on appelle dans l'ontosystème. Ce qui concerne les parents, le fonctionnement familial, le fonctionnement conjugal va être classé dans le microsystème. Éventuellement, les valeurs feront partie éventuellement du macrosystème. La question des ressources peut-être des parents seront classées au niveau du mésosystème. Donc, les informations qu'on recueille dans la littérature, on va les classer en fonction de ce modèle théorique-là. Et ce modèle théorique-là nous permet de voir quelles sont les variables qui ont un poids un peu plus important dans l'explication de la problématique et des variables qui ont un impact indirect sur la problématique ciblée. Alors, donc, le modèle écologique nous sert de référence pour construire ces cartes conceptuelles-là. On lit la littérature, on construit notre carte conceptuelle sur la base des recensions des écrits qu'on a pu faire. Et une fois que cette première version-là de la carte est construite, on la présente aux chercheurs, à des chercheurs qui sont des spécialistes dans le domaine de la problématique particulière. Et les chercheurs nous donnent, au fond, ils nous font certains commentaires sur peut-être des écrits qu'on a pu ne pas retenir ou des écrits qu'on aurait dû retenir. On va nous faire certaines suggestions aussi sur la manière d'organiser le matériel ou sur les relations entre certaines variables qui sont proposées dans la carte conceptuelle. Donc, eux viennent nous donner leur accord sur la qualité scientifique, je dirais, de la carte conceptuelle. Ensuite, on présente ces cartes conceptuelles-là à des conseillers pédagogiques qui nous aident à poser des questions, à organiser le matériel pour favoriser l'apprentissage des intervenants dans l'utilisation de ces cartes-là et dans, je dirais, l'approfondissement de la problématique qui est proposée. Donc, on est aidé par les conseillers pédagogiques à, je dirais, à organiser le matériel de façon la plus efficiente possible. Et à la fin de tout, on demande à des intervenants sociaux qui travaillent à l'évaluation, orientation, de nous porter des commentaires, de nous faire des commentaires sur la construction de la carte. Est-ce que ça représente bien la réalité dans laquelle ils sont? Et parfois, ils vont nous suggérer peut-être des façons différentes d'organiser le matériel pour que ça rende compte davantage de leur manière, de leur pratique au jour le jour. Alors voilà un peu une fois qu'on a validé notre carte puis qu'on l'a fait tester par des experts, ensuite, on est en mesure ensuite de diffuser cette carte conceptuelle-là. Alors, avant peut-être de présenter la carte, je pense que c'est important de souligner la collaboration de certaines personnes qui ont contribué au montage de la carte et surtout à la recension des écrits sur les abus physiques. Alors, il y a Vanessa Fournier, il y a Anne-Louise Brassard et Caroline Dubois, qui sont des professionnels de recherche dans la direction scientifique de l'Institut du Centre jeunesse de Québec. Alors, donc, ces trois personnes-là ont vraiment collaboré de façon étroite à la construction des cartes. Vous allez voir, donc, dans les cartes conceptuelles qu'on a construites, là, si vous regardez la première carte, on voit que toutes les dimensions, toutes les variables qui sont présentées dans les cartes sont présentées sous forme avec une couleur. Alors, la couleur représente toujours le niveau systémique proposé par Bronfman-Brenner. Donc, chaque couleur représente ce niveau systémique-là et ça nous permet donc de situer ces variables-là en fonction de ce modèle-là. Dans l'utilisation des cartes, la manière dont on les a montées, on les a montées en pensant à une méthodologie d'évaluation systématique des problématiques cliniques. Alors, ce qu'on suggère, c'est que dans la mesure du possible, quand on fait l'évaluation d'une situation, c'est d'essayer d'y aller de façon un peu systématique, de suivre un peu les étapes qui sont proposées dans cette carte conceptuelle-là pour s'assurer que l'intervenant soit assez systématique dans sa collecte d'informations et soit cohérent aussi dans la manière de traiter l'information qu'il va colliger. Nous, on vous suggère autant que possible de suivre cette logique-là qui est proposée dans les cartes conceptuelles. Moi, je pense que ça assure qu'on n'oublie pas certaines dimensions qui pourraient peut-être avoir une influence importante dans l'explication de la problématique qu'on tente d'expliquer. Alors voilà donc ce que c'est qu'une carte conceptuelle et à quoi ça sert. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'abus physique des parents à l'égard des enfants. Cette carte conceptuelle-là, elle comprend 6 images différentes.
Cette première image-là vise à documenter les faits concernant le parent abuseur, l'enfant vulnérable, quels sont les éléments des pratiques éducatives du parent et toute la question du traitement de l'information par le parent. Quand on fait une évaluation d'abus physique, bien sûr, on va commencer par s'intéresser aux parents. Qui sont les parents, qui est le parent qui a passé à l'acte et qui a éventuellement frappé son enfant. Alors ici, on a toute une liste, une série de facteurs de risque reconnus dans la littérature pouvant être associés possiblement à l'abus physique des parents à l'égard des enfants. C'est sûr qu'un parent n'a pas toutes ces caractéristiques, mais ce sont l'ensemble des caractéristiques qu'on devrait éventuellement documenter lorsqu'on doit évaluer une situation clinique. Alors ici, donc, dans les facteurs de risque importants, on a le fait que ce soit le père ou une figure paternelle, donc les hommes sont plus à risque que les femmes de frapper des enfants ou d'abuser physiquement des enfants. Le jeune âge des parents, le fait que le parent présente des problèmes de santé mentale, des stress, de la dépression, de l'anxiété, une faible estime de soi du parent, un sentiment d'incompétence, d'impuissance, le fait que le parent abuse de substances ou d'alcool, le fait que le parent ait des affects négatifs, donc a de la colère, de l'agressivité, est hostile, ou le fait de présenter un trouble narcissique, éventuellement aussi de la dépression. Alors, ce sont donc des facteurs de risque qui peuvent caractériser le parent abuseur. Dans la situation du parent abuseur, il est très important de documenter aussi son histoire développementale. Alors donc, on connaît, selon les éléments recensés, c'est que les parents qui abusent physiquement leur enfant, bien, souvent, ils ont eux-mêmes eu des expériences d'abus physiques au cours de leur enfance. Donc, entre 25 et 65 des parents auraient vécu avec des parents abuseurs. Souvent, ces parents-là ont été exposés à de la violence conjugale au cours de leur enfance. Ils ont souvent aussi subi de la punition corporelle au cours de leur enfance et actuellement, ils sont souvent confrontés à des stress reliés à la vie quotidienne. Tous ces éléments-là de l'histoire développementale du parent, bien sûr, viennent affecter, viennent augmenter la vulnérabilité personnelle du parent. Dans les situations d'abus physiques, il y a aussi toujours des enfants et il y a des enfants qui sont plus à risque que d'autres. Alors, on dit que ce sont des enfants qui auraient un certain nombre de vulnérabilités personnelles. Alors, parmi les enfants plus à risque d'être abusés physiquement, il y a donc le fait d'être un enfant prématuré, le fait que l'enfant présente des problèmes de santé, de l'invalidité physique ou intellectuelle ou une maladie chronique, le fait que l'enfant présente des problèmes psychologiques, donc de la dyslexie, un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité ou non, des problèmes de santé mentale chez l'enfant, le problème de comportement perturbateur et des comportements agressifs et des difficultés relationnelles, l'enfant est perçu par le parent comme étant un enfant difficile. Cette perception-là va emmener le parent, qui lui-même est vulnérable et qui lui-même a été exposé à des situations d'abus, de violence dans sa propre histoire, bien, c'est sûr que ça augmente la probabilité que ce parent-là passe à l'acte à l'égard de son enfant. Alors, on voit donc qu'il y a un parent qui est vulnérable avec un enfant difficile et au cœur de la carte conceptuelle, vous avez toute la question du biais dans le traitement de l'information du parent. Ça, c'est vraiment le cœur dans la question de l'abus physique. Alors, ce qu'on peut percevoir chez les parents, c'est une certaine distorsion cognitive des parents concernant les comportements de l'enfant. Ils vont avoir tendance à percevoir l'enfant comme plus difficile. Ils vont aussi avoir tendance à attribuer des intentions négatives de l'enfant lorsqu'il a des comportements difficiles et donc ils vont en conséquence utiliser une punition sévère et ils vont la trouver justifiée, cette punition-là, parce qu'ils considèrent que l'enfant a des intentions négatives à leur égard lorsqu'il se comporte de cette manière-là. Souvent, ce sont des parents qui ont une mauvaise compréhension du développement de l'enfant, ils ont souvent une faible empathie à l'égard de l'enfant et parfois des attentes irréalistes à l'égard de l'enfant. Donc, ici, toute la question du traitement cognitif du parent, donc la manière dont il perçoit son enfant, la manière de décoder les comportements de son enfant, c'est pas mal au cœur de la question de l'abus physique. C'est ce qui va l'amener
à avoir une attitude peut-être hostile à l'égard de l'enfant. Et quand on regarde quelles sont les caractéristiques concernant les pratiques éducatives et la qualité de la relation parent-enfant, ce qu'on observe au plan de la qualité de la relation parent-enfant, on voit souvent un parent qui a peu d'affection ou peu de chaleur à l'égard de son enfant, qui a peu de comportement positif et qui a peu de satisfaction face à cet enfant-là. Donc, il vit une certaine hostilité à l'égard de l'enfant. Et sur le plan des pratiques disciplinaires, bien, ça va être une pratique disciplinaire qui vise à contrôler le comportement de l'enfant. Donc, ce sont souvent des parents qui vont croire en l'utilité de la punition physique. Ils vont utiliser facilement la fessée, qui vont utiliser la punition corporelle, qui vont utiliser une discipline sévère et qui ont un style parental autocratique. Donc, tout ça va dans le même sens. Donc, ce sont des parents qui fondamentalement, vont passer à l'abus physique, mais leur but, c'est de contenir le comportement difficile de leur enfant tel qu'ils perçoivent cet enfant-là. Alors, c'est un peu les éléments sur lesquels on devrait porter notre attention. Donc, ici, vous avez l'ensemble des dimensions qu'on devrait tenter de documenter pour se faire une idée sur qu'est-ce qui a pu contribuer à l'apparition de l'abus physique et dans quelle mesure cet abus physique-là, c'est sévère et s'il y a effectivement un cumul de facteurs de risque qui contribuent à cet abus physique-là. La deuxième étape, la deuxième image que vous avez à l'écran, c'est l'ensemble des conséquences de l'abus physique. On voit là, il y a une quantité assez phénoménale de conséquences observées chez les enfants qui sont victimes d'abus physiques. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs aggravants. Il y a 2 facteurs aggravants reconnus dans la littérature. Le fait qu'il y a une persistance de l'abus physique, bien sûr, ça va avoir un impact sur les conséquences de l'abus physique sur l'enfant. Et le fait que ce soit différentes personnes qui abusent de l'enfant augmente aussi les conséquences des troubles d'adaptation chez les enfants. On a divisé l'ensemble des conséquences en différentes catégories là, pour se démêler. Alors, on voit qu'il y a des conséquences comportementales de l'enfant. L'enfant qui est abusé physiquement peut présenter éventuellement des problèmes de comportement extériorisé. Ça peut être un enfant qui a des comportements sexuels à risque, pourrait même être à risque de prostitution, cet enfant-là. On voit des possibilités d'abus de substances, de l'automutilation. L'enfant peut adopter des crimes violents et de la violence interpersonnelle et avoir des comportements violents. On dit que dans 81% des enfants violentés ou abusés physiquement, ce sont des enfants qui vont aussi avoir des comportements violents. Donc, on voit que l'abus physique a des conséquences importantes sur le comportement de l'enfant. On observe aussi certaines conséquences sur le plan académique. Donc, on voit des difficultés scolaires, des problèmes de discipline à l'école, un faible taux de diplomation, un plus faible niveau de scolarité et souvent des reprises d'une année scolaire. Donc, ce sont des enfants qui sont perturbés au plan de leur adaptation en milieu scolaire et au plan de leur apprentissage. Il y a un certain nombre de conséquences physiques, bien sûr. Il y a des possibilités de blessures, éventuellement de problèmes de santé graves chez les enfants. Il y a un certain nombre de conséquences qu'on appelle les conséquences relationnelles de l'enfant dans ses rapports avec les autres, donc des difficultés relationnelles avec les pairs. L'enfant pourrait avoir moins de comportements prosociaux, moins d'interactions positives avec ses pairs, une moins bonne compétence sociale, moins d'habilité de communication, d'empathie ou de sensibilité face aux autres, de l'isolement social et une tendance attribuée aux autres des intentions hostiles, un peu comme les parents font à leur égard également. Et on observe aussi toute une série de conséquences psychologiques qui peuvent être importantes, faible estime de soi, des affects négatifs, donc de la colère, de la peur, de l'irritabilité, de l'hostilité, de la culpabilité, de la honte. Les enfants qui ont été abusés physiquement sont souvent honteux de cette situation-là. C'est beaucoup lié à l'humiliation qu'ils subissent lorsqu'ils sont abusés physiquement. Il y a la présence de troubles mentaux, donc dépression, stress post-traumatique, symptômes dissociatifs, troubles anxieux. Il peut y avoir des idéations suicidaires, tentatives de suicide. Il y a un risque plus élevé d'être abusé sexuellement et on observe souvent un style d'attachement insécure chez ces enfants-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de conséquences possibles qui peuvent être observées chez l'enfant qui a été abusé physiquement. Et à plus long terme, on voit qu'il y a des conséquences liées à l'âge adulte. Donc, les enfants qui ont été abusés physiquement, quand ils deviennent adultes, sont plus à risque de vivre de la revictimisation en termes de violence conjugale et à risque de devenir aussi des adultes violents. Donc, sont 3 fois plus à risque de devenir des adultes violents plus tard.
La troisième image vise à présenter quels sont les facteurs de risque familiaux, conjugaux et environnementaux qui peuvent augmenter la probabilité qu'il y ait abus physique dans la famille. Alors, bien sûr, il y a d'abord, ici, au plan du fonctionnement familial, il y a un certain nombre de vulnérabilités familiales qui vont avoir un impact sur la qualité des pratiques éducatives des parents. Donc, parmi les vulnérabilités familiales, on observe le fait d'appartenir à un milieu culturel ou religieux qui tolère l'utilisation de la punition physique. Le fait de vivre dans une famille qui a une faible cohésion, un certain désengagement au plan relationnel, la présence de conflits conjugaux, la faible capacité d'adaptation des familles, la monoparentalité, les situations de divorce ou de garde partagée, et le fait que dans la famille, il y ait de nombreux enfants, augmente les risques. Bien sûr, tout ça peut affecter la qualité des pratiques disciplinaires et la qualité des relations parents-enfants. Il y a aussi, du point de vue conjugal, un facteur de risque qui revient, c'est le fait qu'il y ait des conflits ou une certaine violence conjugale. Tout ça contribuerait à affecter la qualité des pratiques éducatives des parents à l'égard des enfants. Et les derniers éléments ici, on a en bleu l'ensemble des ressources qui peuvent être lacunaires et qui vont affecter, bien sûr, le fonctionnement de la famille. Donc, ça augmente la vulnérabilité familiale et le manque de ressources peut aussi augmenter les vulnérabilités personnelles du parent abuseur. Alors, parmi les éléments de ressources importants à documenter, c'est la question de l'intégration sociale ou l'isolement social du parent. On observe souvent chez ces parents-là de l'isolement social, un faible soutien social et le fait que la mère soit seule. Ce sont des facteurs de risque possibles. Sur le plan des ressources économiques, on parle souvent de la question de la pauvreté, d'être sans emploi, des pertes financières plus récentes et un faible niveau de scolarité sont des éléments qui peuvent nuire d'une certaine façon à l'adaptation de la famille et de l'individu. Et il y a un environnement favorable. Le fait de vivre dans un quartier où il y a un taux élevé de chômage, un taux élevé de monoparentalité et un taux élevé de familles à faible revenu sont des facteurs de risque environnementaux qui peuvent contribuer à la manifestation d'abus physiques des parents à l'égard des enfants. La quatrième étape vise à faire le bilan des informations qui ont été colligées par l'intervenant. Alors, l'intervenant a fait le tour de la situation, il a posé l'ensemble de ces questions concernant le parent, l'enfant, son environnement, l'environnement familial, conjugal, etc. Et une fois qu'il a fait le tour de cette situation-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va tenter de faire la balance entre quelles sont les caractéristiques de l'abus physique, la nature des gestes, la fréquence, la sévérité, la durée, la nature des liens avec l'abuseur vont être des éléments qu'il va documenter. Il va éventuellement mettre en relief les conséquences qu'il a pu observer chez l'enfant qui a été abusé physiquement. Et il va ensuite documenter l'ensemble des facteurs de protection qui peuvent réduire la probabilité qu'il y ait abus physique. Et il y a l'ensemble des facteurs de risque qui augmentent la probabilité qu'il y ait abus physique dans la situation. Donc, l'intervenant se devrait de faire un X sur chacun des facteurs de risque qu'il a pu observer chez l'enfant, chez le parent, dans les pratiques éducatives, dans le fonctionnement familial et dans les ressources auxquelles la famille a accès. Et il doit faire un X aussi sur l'ensemble des facteurs de protection qu'il a pu éventuellement documenter dans chacune de ces catégories de variables-là. Et c'est sur la base de ce bilan-là, donc il va être en mesure de constater, est-ce que j'ai un cumul de facteurs de risque? Est-ce que j'ai aussi des facteurs de protection qui viennent atténuer l'impact des facteurs de risque? Donc, il va être en mesure de déterminer, est-ce que je suis dans une situation dangereuse pour l'enfant ou au contraire, il y a beaucoup de facteurs de protection qui vont protéger l'enfant. On peut juger que cette situation-là a été très, très circonstancielle et le risque pour cet enfant-là est peu élevé. Donc, à ce moment-là, on ne retiendra peut-être pas le signalement, mais c'est sur la base de ce jugement clinique-là que l'intervenant va être en mesure de tirer ses conclusions concernant la compromission ou non de l'enfant. Une fois qu'il a fait son bilan, il va être en mesure de déterminer est-ce que je retiens la situation pour l'orienter vers la prise en charge ou au contraire, je le réfère peut-être à une prise en charge en première ligne. Mais s'il décide de garder la situation en protection de jeunesse, il va devoir proposer un plan d'intervention. Donc, la dernière image vise essentiellement à guider l'intervenant dans le choix des meilleures pratiques concernant la situation de l'enfant. Quand on fait le tour de la littérature sur les traitements
concernant les enfants abusés physiquement, on se rend compte qu'il n'existe pas vraiment de traitement probant. Là. Il n'y a pas le traitement du siècle là-dedans. Il existe toute une série de traitements. Moi, je dirais qu'il existe surtout des ingrédients qu'on devrait retrouver dans la prise en charge de ces enfants-là. Et on les voit ici dans le carré blanc. Là, vous avez en bas ici les interventions qu'on devrait retrouver dans la prise en charge de ces enfants-là. Alors, parmi les choses qui sont fortement recommandées dans la littérature, on se dit, bien sûr, il faut apporter du soutien aux parents pour faire face à leurs difficultés personnelles et conjugales. Bien sûr que ce parent-là, il vit des stress au plan personnel, au plan conjugal, au plan familial, et il faut amener du soutien à ce parent-là pour réduire le niveau de stress chez ce parent-là. Il faut aussi travailler, on l'a vu tantôt dans la carte conceptuelle numéro 1, donc la question du traitement de l'information. Donc, il faut porter notre attention sur la manière dont le parent traite l'information, comment le parent perçoit son enfant, les croyances qu'il a, les attributions qu'il a à l'égard de son enfant, devrait être l'objet central, je dirais, de l'intervention. Il faut vraiment aider le parent à percevoir la réalité de son enfant de façon différente pour que celui-ci ait des comportements peut-être plus appropriés. Bien sûr, on doit par ailleurs soutenir l'apprentissage de pratiques éducatives plus positives chez les parents, améliorer bien sûr la qualité de la relation parent-enfant, mais ça peut se changer que si le parent a changé aussi sa perception, qu'il comprend peut-être de façon un petit peu différente son enfant. Et la dernière chose, il faut aussi avoir des interventions auprès de l'enfant qui, lui, peut peut-être vivre certains symptômes de stress post-traumatique, vivre de la culpabilité, de la honte suite à l'abus physique. Et c'est très important de s'intéresser à l'enfant, je dirais, lui donner la parole, lui donner la possibilité de reconnaître ce qu'il a vécu à travers ça et tenter autant que possible de soutenir la confiance de cet enfant-là dans ses relations qu'il pourra développer avec ses pères et avec les adultes dans l'avenir. Alors donc, ce sont des éléments qu'on devrait retrouver dans l'intervention. Bien sûr que la première étape dans l'intervention, on l'indique bien en haut, il faut d'abord et avant tout assurer la sécurité physique et émotionnelle de l'enfant. Parce qu'on dit que les enfants qui demeurent dans des situations que l'on considère comme dangereuses ou menaçantes pour l'enfant vont faire en sorte que l'enfant ne pourra pas être traité adéquatement. Même si on a de bons traitements, si on n'assure pas la sécurité de l'enfant, ça va nuire à toute la question du suivi de cet enfant-là par un intervenant. Vous avez ici dans le carré de droite différentes suggestions qui sont faites d'interventions qu'on pourrait proposer à l'enfant et qu'on pourrait proposer aux familles et aux parents. Donc, il y a bien sûr la thérapie individuelle pour l'enfant. Il y a la thérapie de groupe pour les enfants pour les aider à développer leurs compétences interpersonnelles et toute la question de l'approche cognitive comportementale axée sur le trauma pour éventuellement, dans les situations où on perçoit que l'enfant vit certains stress post-traumatiques, pour amener l'enfant à réduire ses symptômes de stress post-traumatique et éventuellement ses symptômes dépressifs liés à la question de l'abus physique. Et du point de vue des parents, donc il existe différentes interventions qui sont proposées. Parmi les interventions qui sont les plus fortement recommandées, on a bien sûr l'approche multisystémique. L'approche multisystémique, c'est une approche à la fois familiale, intensive, qui vise en fait à soutenir le parent dans l'exercice de ses rôles parentaux, soutenir le parent sur le plan personnel et aussi toute la question du soutien de l'enfant dans son insertion dans sa communauté et toute la question aussi du fonctionnement familial, la cohésion des relations entre les membres de la famille et la place de l'enfant dans cette famille-là. Donc l'approche multisystémique est bien sûr une approche recommandée, bien qu'elle soit relativement coûteuse puisque c'est une intervention intensive qui s'étale souvent sur plusieurs mois. Il y a toute la question donc des thérapies cognitives comportementales axées sur l'abus. Donc là, c'est vraiment amener le parent à changer sa manière de voir l'enfant, sa manière de décoder les comportements de son enfant, peut-être d'arrêter d'attribuer des intentions négatives à l'égard de l'enfant et éventuellement de développer des pratiques parentales positives. Et il y a bien sûr la dernière forme de thérapie qui est semblable aux thérapies cognitives comportementales. Ici, c'est les thérapies cognitives comportementales pour le parent et les enfants. Donc, ça vise à diminuer les situations de violence physique, d'aider les parents à corriger leurs attentes irréalistes et leur interprétation erronée du comportement de l'enfant.
Donc, essentiellement, c'est là-dessus que ça va porter. Donc, comme j'ai dit au départ, il n'y a pas d'intervention probante. Il y a bien sûr des interventions prometteuses. Alors, ce sont toutes des interventions prometteuses pour l'abus physique. Ce que j'aurais tendance à vous suggérer, c'est de porter une attention sur quels sont les principaux ingrédients actifs qu'on devrait retrouver dans une intervention. Et là, on les a ici dans le carré de blanc, donc en bas, là, dans ce carré-là. Vous avez donc les principaux ingrédients actifs du traitement des abus physiques. Alors voilà pour l'ensemble des informations qu'on devrait connaître sur l'abus physique à l'égard des enfants. Alors, moi, je suggère, comme je l'ai mentionné au départ, c'est très important quand on fait l'évaluation d'une situation d'abus physique, bon, bien sûr, on se doit d'être attentif aux besoins de l'enfant, mais aussi attentif aux besoins du parent, à la souffrance de ce parent-là, puis essayer de comprendre les stress qui ont pu augmenter sa vulnérabilité et aussi travailler toute la question de sa perception de la réalité, puis son impuissance aussi à l'égard de l'exercice de ses rôles parentaux face à cet enfant-là, qu'il perçoit, lui, comme étant difficile et qu'il perçoit aussi souvent comme étant contre lui. Il voit souvent l'enfant qui agit contre lui, comme si l'enfant avait des intentions négatives à son égard, mais tout ce traitement-là est très important d'amener le parent à comprendre peut-être la réalité un petit peu différemment, à percevoir son enfant de façon différente, si on veut effectivement que la relation entre le parent et l'enfant puisse s'améliorer. Alors voilà donc pour l'ensemble des suggestions concernant cette question-là de l'abus physique. Alors, merci beaucoup.